Bonjour à tous, je m'appelle Elina, Winton Needed sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Et ceci est mon troisième podcast créatif dédié à la couture et au tricot. Alors pour commencer, je vous souhaite à tous une excellente année 2018 qui vient de commencer. Pleine de beaucoup de projets créatifs intéressants, plein de belles choses. C'est le troisième podcast que je tourne, donc les deux premiers je les ai faits en octobre et septembre l'année dernière, et depuis les choses se sont un peu accélérées pour moi puisque mon petit bébé Adrien est arrivé mi-novembre avec un tout petit peu d'avance, mais bon, comme on avait peur qu'il naisse prématurément, finalement il est né avec seulement 3 semaines d'avance, et donc c'est très bien, donc on est très contents. On a un petit bébé adorable qui dort pas beaucoup la nuit, donc en fait ça fait presque 2 mois que je n'ai pas fait une nuit complète, mais on savait que ça allait être comme ça, qu'il y avait des chances que ce soit comme ça, et finalement on apprend à vivre avec ça. Voilà, donc dans ce troisième podcast, j'aimerais vous présenter plusieurs projets finis. Je vais commencer par de la couture et ensuite je passerai à des projets de tricot. Je m'excuse pour la luminosité qui est pas top ici. Il fait pas très beau dehors, ça fait 2-3 semaines qu'on n'a pas eu le soleil. Disons que si j'attends qu'il y ait du soleil dehors pour avoir une belle luminosité, je crois que je ne tournerai jamais ce podcast. Donc désolée pour cette luminosité. J'ai allumé toutes les lumières, j'espère que ça ira quand même. Alors, donc je commence par la couture. Et je vais vous parler en premier de ce pull, qui est le pull Martha d'une Allemande qui s'appelle, dont la boîte de patron s'appelle Milchmonster. Donc le pull Martha, je vous ai déjà parlé de Milchmonster que j'aime beaucoup. Martha, je crois que c'est un de des premiers patrons qu'elle a proposé à la vente. Donc je vais essayer de vous le montrer. C'est pas évident parce qu'il est assez grand. C'est un sweat avec une capuche. J'ai mis un lacet orange pour l'instant parce que je n'avais que ça, mais je compte bien changer cela un jour. Et donc un sweat assez long avec une grande poche devant et qui moi m'arrive sous les fesses. Donc on a un empiècement sur le haut qui est ici un peu particulier avec 2 pressions. En fait j'ai rajouté des pressions parce que c'est un empiècement qui s'ouvre, magique, et dessous on a deuxième empiècement avec des trous au niveau de la poitrine. C'est très joli à voir comme ça, hein. Mais de toute façon ça se voit pas normalement quand on porte ce pull. Et c'est des trous pour spécifiquement conçus pour l'allaitement. Voilà, je vous ai déjà dit que moi j'adorais ces patrons là. C'est des patrons qui sont toujours assez bien réfléchis, je trouve, et hyper pratiques. Et j'ai cousu ce pull peu avant mon accouchement, et honnêtement depuis je le porte très souvent parce que c'est quand même super pratique d'avoir un pull, surtout quand on est avec des gens. Là pour les fêtes on a vu pas mal de familles, on a eu pas mal de visites, et de ne pas avoir à remonter entièrement son pull, son t-shirt, son sous-pull qu'on a en dessous, et montrer son bide à tout le monde, et de juste avoir à relever, ouvrir ça. C'est quand même vachement pratique, je trouve. Et donc ce patron est proposé en plusieurs déclinaisons, plusieurs variantes. Donc là, la variante allaitement, c'est une des variantes, il y en a d'autres. Moi j'ai fait la version longue, il y a aussi une variante plus courte. Et il y a plusieurs possibilités aussi au niveau de la poche avant, au niveau de la taille des manches, de la forme des manches.
et de la capuche. En fait, on peut avoir soit une capuche, soit un col, je crois. Ici, moi, j'ai décidé de faire un sweat plutôt chaud pour l'hiver, avec un tissu, une espèce de, comment ça s'appelle? De molleton, je crois, avec la laine bouillie. Non, c'est pas du molleton, c'est enfin une sorte de jersey avec de la laine bouillie à l'intérieur, qui est donc bien chaud. Et d'utiliser deux couleurs, puisque j'ai donc ici mis un tissu rouge sous la poche. Et puis j'ai rajouté du bord-côte sur les bords et sur une bonne partie de la manche, enfin le bas de la manche. Alors, que vous dire d'autre sur ce sweat? Donc moi je l'aime beaucoup, je le trouve très pratique. Par contre, il a quand même quelques petits défauts. Alors pour la version allaitement, donc j'ai suivi les indications pour le double empiècement du haut. Malheureusement pour moi, alors le problème c'est que je l'ai fait pendant la grossesse, donc j'avais pas mes bonnes mensurations, puisque donc j'avais un ventre un peu plus important. Ce qui fait que je pense l'avoir fait un peu trop grand par rapport à ce que j'aurais dû faire. Il aurait pu être un peu plus proche du corps. Et ce qui fait que là, l'empiècement du haut, avant que je mette les pressions, se relevait trop facilement. Bon, j'ai le bébé qui pleure, je vais aller voir ce qui se passe et je reviens aussi vite que possible. Bon, Adrien s'est rendormi. J'espère que ça va durer un petit peu, que je puisse avancer dans ce podcast. Donc je vous parlais du sweat Martha et notamment des petits défauts de ce sweat. Donc à la fois l'empiècement pour l'allaitement qui remonte un peu trop, ce qui fait que moi j'ai rajouté deux pressions juste autour de la poche pour être sûr que ça tienne. Et ensuite le deuxième défaut que moi j'ai dans celui que j'ai cousu, c'est la poche qui baille énormément. Donc je sais pas si c'est parce que je l'ai peut-être fait un peu trop grand quand j'avais encore du ventre, et finalement peut-être que si je l'avais fait une taille en dessous ça irait mieux. Je pense aussi qu'il y a peut-être un petit défaut de patronage et qu'il aurait fallu utiliser un tout petit peu moins de tissu pour la poche, pour qu'elle soit plus tirée par rapport au tissu qui est en dessous. Bon, pour celui-ci, pour l'instant je ne l'ai pas encore amélioré, mais je comptais juste coudre un petit bouton vers le bas pour tirer un petit peu. J'ai aucune envie de défaire le pull et de le refaire. Je pense que pour une version future, j'essaierai d'ajuster un peu ça, de mettre un peu moins de tissu au niveau de la poche pour ne plus avoir ce problème de bâillement. Mais voilà, sinon j'aime quand même beaucoup ce pull. Il est hyper confortable. Alors la couleur du tissu est pas super jolie, c'est du tissu que j'avais trouvé en promotion il y a quelques mois près de chez moi, dans un magasin près de chez moi. Bon, l'idée de toute façon avec ce pull c'était de faire une première version portable mais plutôt confortable pour la maison. Quand j'aurai le temps et l'occasion, je compte bien acheter un tissu un peu plus joli, dans une couleur un peu plus jolie, et m'en faire d'autres versions. Il y a notamment des versions, enfin c'est possible de faire des versions pour l'été qui soient un peu moins chaudes, avec des tissus plus légers. Donc je pense que je vais faire cela. Ensuite, mon deuxième projet terminé que je souhaite vous montrer, c'est une robe givre que j'ai réalisée juste pour les fêtes. Alors la robe givre, l'avantage c'est qu'elle est très rapide à réaliser, et moi c'est un projet comme ça dont j'avais besoin, parce que là quand j'arrive à trouver une demi-heure ou une heure pour coudre, c'est bien. Et donc en ce moment j'ai du mal à me lancer dans des projets un peu plus longs et plus compliqués. Donc la robe givre c'est idéal parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces à découper et à coudre. Et donc voilà, pour moi c'était le projet parfait. Alors, j'essaie de vous la montrer en entier. Donc le haut, et puis tout le bas c'est dans un tissu jersey noir, et ça m'arrive juste au-dessus des genoux.
Alors le tissu, pour le haut c'est un tissu de Elvelican Designs que j'ai acheté cet été. Eh bien c'est un tissu très estival avec des petits sapins dessus. Je l'ai acheté pendant les soldes cet été, j'avais fait une assez grosse commande de tissu là-bas. Et le reste donc c'est un jersey noir tout simple, acheté je sais plus où. Je vais acheter plusieurs mètres de jersey noir que j'utilise au fur et à mesure de mes projets. J'ai fait quelques modifications. Au niveau du patron, j'ai rajouté 5 cm sur le bas de la robe. Parce que je suis assez grande, je fais 1m78, donc ça aurait été un peu juste sinon. Où est-ce que j'ai rajouté 10 cm même? Non, je crois que j'ai rajouté 5 cm au niveau de la taille et 5 cm sur le bas de la robe. Et j'ai rajouté une patte de boutonnage. Encore une fois, pour pouvoir allaiter, c'est quand même plus simple. Surtout que j'ai porté, j'ai cousu cette robe pour pouvoir la porter à Noël. Donc on a fait Noël plusieurs fois avec différentes parties de la famille. Et je me voyais assez mal en portant cette robe, la remonter entièrement pour pouvoir allaiter. Donc là, avec cette patte de boutonnage, voilà, ça me permettait d'ouvrir la robe par devant. Donc la patte de boutonnage, pour l'ajouter, j'ai juste découpé l'empiècement du haut là. Normalement on le découpe sur une double épaisseur de tissu dans le pli. Et donc moi je l'ai fait sur une double épaisseur de tissu, mais donc j'ai coupé, je ne l'ai pas fait dans le pli. Et j'ai rajouté 1 cm en plus. Ah, le téléphone sonne, un instant. Bon, me revoilà après mon coup de téléphone. Donc, je vous parlais de givre et de cette pâte de boutonnage que j'ai rajoutée. Donc, je vous disais que j'ai rajouté 1 cm de tissu en plus ici, puisque j'ai pas découpé l'empiècement du haut dans le pli, mais donc j'ai découpé ici au milieu. Et voilà, donc j'ai rajouté 1 cm et j'ai rajouté donc des bandes de boutonnage, le tissu que j'ai pris. En fait, j'ai pris une bande de 5 cm de largeur que j'ai pliée en deux et donc il y a à peu près 1 cm de marge de couture. Donc je vous montre ça d'un peu plus près, ça donne, voilà, ça fait comme ça, là les deux bandes de tissu en plus. Et ensuite j'ai rajouté des pressions avec du nacre devant, je trouvais assez joli. J'ai acheté dans mon magasin préféré Idéfil à Maurepas. Voilà. Alors la seule chose avec cette batte de boutonnage, c'est que j'avais pas très bien réfléchi à la bande d'encolure à rajouter. Donc elle n'est pas faite très proprement juste au-dessus de la patte de boutonnage. C'est pas catastrophique, mais bon, je suis passée avec la bande de colure, je suis passée autour de cette patte de boutonnage et ça aurait pu être fait de manière un peu plus propre et plus réfléchie. Et du coup, comme j'avais rajouté ça, ça fait que je n'ai pas pu faire une des coutures qui est préconisée dans le livret d'explication, qui est une couture juste sous la bande d'encolure, par-dessus la marge de couture qu'on doit plier vers le bas normalement. Et donc on doit faire une couture à l'aiguille double. Alors le problème c'est que moi en rajoutant ma patte de boutonnage là, j'ai remonté le surplus de couture vers le haut en cousant la bande d'encolure autour. Je ne sais pas si c'est très clair. Ce qui fait que j'ai d'un côté la marge de couture part vers le haut ici au début, et ce qui fait que c'était difficile de coudre quelque chose proprement, enfin de faire une couture propre avec le reste de la marge de couture vers le bas. Donc finalement j'ai décidé de ne pas faire de marge de couture, d'autant plus que j'ai une aiguille double depuis quelques mois mais que je ne sais pas très bien m'en servir, et là j'avais fait quelques essais avec ce tissu et j'avais des difficultés de tension du fil, ce qui fait que le tissu entre les deux fils de l'aiguille double se
se repliait, enfin ça faisait pas très joli. Donc finalement j'ai rien fait du tout à ce niveau-là. J'ai juste fait une couture simple pour la bande d'encolure tout autour et c'est tout. Enfin une couture simple à la surjeteuse. Voilà, donc ma robe givre de Direndo que j'aime beaucoup, qui est donc toute simple à réaliser. Les explications sont hyper claires, le patron comme d'habitude avec Direndo est top, avec moi ça, je trouve que ça tombe très bien. J'essaierai d'en faire des photos pour que vous voyez comment ça rend une fois que c'est porté. Alors je continue avec une chose, une couture que j'ai oublié de prendre que je vais aller chercher. Donc la couture que je vais vous présenter, c'est une petite grenouillère pour bébé. Je vous présente ça maintenant parce que je ne vais plus faire de rubrique spéciale bébé ou enfant. En tout cas pas dans ce podcast et sûrement pas dans les podcasts suivants. Tout simplement parce que là j'ai pas grand chose à vous présenter et je pense que je ne vais pas beaucoup coudre ni tricoter pour mon bébé dans les mois qui viennent. Parce qu'on a eu pas mal de cadeaux de naissance et beaucoup de vêtements. Et je pense que j'ai de quoi l'habiller pendant au moins 1 an. Donc comme j'ai pas beaucoup de temps, le temps que j'ai pour la couture et le tricot, et ben je pense que je vais surtout le dédier à moi-même, à des projets pour moi, éventuellement pour des cadeaux de naissance ou des cadeaux autres, mais je pense pas que je vais coudre beaucoup pour mon petit bébé. Donc je vous présente rapidement cette grenouillère que j'ai fini de coudre juste avant l'accouchement. C'est une grenouillère qui vient du magazine Octobre de janvier 2013. Ça s'appelle Villico. C'est fait dans un tissu de Helvelican Designs encore. Il m'en reste, comme j'avais fait une grosse commande pendant les soldes l'été dernier, il m'en reste encore un peu de ce tissu. Et donc j'ai rajouté du bord-côte pour l'encolure et pour ici le bas, l'ouverture au niveau des jambes, puisque donc cette grenouillère s'ouvre au niveau des jambes. Alors j'ai mis des pressions cam, et le problème de ces pressions c'est qu'elles sont toujours assez difficiles à retirer. Alors maintenant je n'en mets plus du tout sur du tissu jersey tout simple parce que j'ai peur de casser le tissu, mais là comme c'est du bord-côte, je me suis dit que ça irait. Donc le patron s'ouvre, enfin la grenouillère s'ouvre par le bas, ce qui est quand même plus pratique pour un petit bébé. Et moi j'ai rajouté en plus une ouverture au niveau d'une des épaules parce que j'avais peur de passer difficilement la tête. Je dois dire que au début, je lui ai mis aucun vêtement où il fallait passer la tête à travers. J'aimais bien des bodys ou d'autres vêtements qui s'ouvrent par devant ou par derrière. Là, je commence à avoir un peu plus l'habitude, donc je mets quelques vêtements qui s'ouvrent par la tête, mais j'aime bien quand il y a au moins une petite ouverture pour que le col soit plus large. Donc j'ai rajouté ça. Alors j'ai fait ça un peu au pif, c'est pas complètement propre puisque là la bande de boutonnage dépasse, enfin on la voit un tout petit peu. J'ai mis du bord-côte, enfin sur le bas, sur le haut c'est juste le tissu normal. Donc j'ai découpé, donc c'est au niveau de l'épaule en fait, vous voyez d'un côté ici il y a la couture de l'épaule normale. Et ici, de ce côté-là, donc j'avais découpé 1 cm de plus pour avoir une marge de couture. Et sur le bas, donc j'ai rajouté une patte de boutonnage. Et ça descend donc seulement jusque sous le bras, là, jusqu'au niveau des aisselles. Et j'ai mis 2 pressions en métal cette fois-ci qui sont un peu plus faciles à ouvrir que les pressions classiques cam. Là j'ai des pressions noires qu'on voit pas super bien. Celles-ci elles sont assez difficiles à ouvrir, donc il faut vraiment faire attention à ne pas les mettre sur des tissus trop fragiles. Ces pressions
si en métal sont un peu plus faciles à ouvrir. Voilà, donc une grenouillère pour bébé, c'est une taille 3 mois, enfin la plus petite taille qu'il y avait. Alors honnêtement, j'ai fait ça parce que je trouvais ça mignon, que je voulais utiliser un peu de ce tissu et que c'était une petite couture rapide à faire. Le problème c'est que j'ai un bébé d'hiver et que au final je préfère lui mettre des choses plus chaudes que ça. Le tissu n'est pas vraiment très chaud. Et donc pour l'instant, il ne l'a pas encore porté. Mais aussi parce qu'il était un peu petit pour ça. Ça va venir bientôt. Je pense que je vais la lui mettre puisque je l'ai cousu pour lui. Mais je suis pas sûre de la lui mettre souvent parce qu'elle est pas assez chaude pour le temps qu'on a en ce moment. Voilà, donc ça c'est mes réalisations couture. Il y avait juste une chose que je voulais vous montrer, c'est au niveau du... Alors je vais vous parler d'achat de laine par la suite, mais là je vais vous parler aussi d'achat de tissu. Enfin pas vraiment achat puisque c'est un cadeau de Noël que j'ai reçu par mon frère et ma belle-sœur qui m'ont offert des très jolis tissus qui viennent d'une marque qui s'appelle Spoonflower, que je ne connaissais pas. Donc c'est des designers indépendants de tissus. De tissus entre autres aussi de papier peint et de papier cadeau apparemment. Et donc là j'ai deux très jolis tissus, je trouve. Celui-ci ressemble un peu au tissu japonais, je trouve. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui, il est dans le bon sens. Donc, il y a un peu plus d'1 mètre de tissu. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais en faire. Ça va probablement être plutôt pour des accessoires que pour des vêtements parce que c'est un tissu qui est assez épais. Donc, le premier. Et puis, le deuxième que je trouve encore plus mignon avec des animaux de la forêt. Donc des hiboux, des lièvres, des chevreuils, des blaireaux, des hérissons, il y a des petits champignons, des glands, enfin je le trouve vraiment très mignon. Là aussi j'ai un peu plus d'1 mètre de tissu sur, ça a l'air d'être 1m40 ou 1m50, donc ça va être parfait pour réaliser des petits accessoires. Alors, je vais passer au tricot, puisque là j'ai aussi plusieurs choses à vous montrer. Alors, comme ça. Je vais vous montrer d'abord mon home shawl qui est fini depuis un bon moment, mais il me semble que dans mon premier podcast, j'étais encore en train de le tricoter. Donc là, il est fini et largement porté depuis 2-3 mois. Le voici donc en entier. Il est énorme. Surtout qu'il est fait dans une laine assez lourde, enfin je pense qu'il est plus large que ce qui est préconisé dans le patron. Mais ça ne me dérange pas, ça me va très bien. Donc c'est de la laine Malabrigo Rios. Et alors c'est tricoté avec des aiguilles 7 mm je crois. Des aiguilles assez grandes. Et voilà, donc j'ai choisi des couleurs qui me plaisent bien et je l'aime beaucoup, je le trouve super pratique parce qu'on peut le porter soit en châle, quand il fait vraiment froid parce qu'il est quand même énorme, soit un peu en style poncho, puisque donc il y a des boutons qui sont mis sur une des bordures, avec donc des trous en face de l'autre côté, donc on peut le porter comme ceci, avec les deux parties de jacquard des deux côtés du châle qui se mettent donc face à face. Ou bien on peut le porter, alors il y a aussi des boutons sur le bas du châle, sur la largeur, pour pouvoir le porter, alors je sais plus trop comment, dans l'autre sens j'imagine. Ah oui, pour pouvoir le porter quand on le met autour du cou, pour pouvoir le fermer au niveau des deux largeurs.
Voilà, enfin moi souvent je le mets juste comme ça sur moi d'une manière ou d'une autre, ou alors en châle, et il est vraiment hyper chaud et je le trouve très joli et très pratique. Voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que je vous en avais déjà parlé la dernière fois. J'en ai déjà fait des photos, je l'ai présenté sur mon blog, donc si vous voulez plus d'informations sur la laine et sur les aiguilles utilisées, sur le patron, vous pouvez aller voir sur mon blog. Ensuite, mon gros projet de l'automne, qui n'est pas tout à fait terminé, mais presque. Il ne me reste plus qu'à rentrer les fils et coudre les boutons. Et puis le laver et le bloquer. C'est le Flea Cardigan, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ah oui, il me reste aussi à défaire la dernière rangée d'une de mes pattes de boutonnage, la refaire parce qu'elle est... parce que pour finir la pâte, la pâte de boutonnage, j'ai fait la première en rabattant les fils avec la méthode que j'ai l'habitude de faire. Et en fait, c'est pas tout à fait assez souple, ce qui fait je suis obligée de tirer un peu trop. Et du coup, pour la deuxième, j'ai fait j'ai fait un rabattage beaucoup plus souple que je préfère. Donc, il faut que je le refasse de l'autre côté. Voilà, sinon il est fini, donc je vous le montre en entier aussi, donc le dos. Alors on a donc toute une partie de jacquard sur le haut, et ensuite tout le reste du corps et des manches c'est du jersey avec toutes les 4 rangées, des petits points d'une couleur contrastante. Et sur le bas, on rajoute à nouveau quelques... Attendez, je vous le montre à l'envers là. On rajoute quelques rangées de jacquard avec d'autres couleurs. Donc, ce gilet, pour moi, c'était une première fois. C'est mon premier gilet tricoté en jacquard. Et donc, j'ai testé pour la première fois une méthode qui est celle de tricoter le gilet en rond, avec ce qu'on appelle, en anglais c'est un stick au milieu. Donc en fait je l'ai tricoté en rond, comme on tricoterait un pull, avec au milieu, j'avais laissé 7 rangées en tout, 7 rangées de tricot qui ne sont plus visibles. Donc sur les 7 rangées, il y en avait toujours une maille à l'envers, 5 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. Et au niveau donc de la colonne de mailles à l'envers, c'est là que à la fin du tricot on le replie, on monte des mailles pour faire la patte de boutonnage. Donc en gros j'ai tricoté le gilet en rond, j'ai rajouté les pattes de boutonnage des deux côtés à l'endroit où il y a la colonne de mailles à l'envers, et ensuite une fois que c'était fait, j'ai fait une double couture à la machine, donc au niveau, sur une des colonnes de mailles, là, en fait, moi j'ai utilisé la deuxième colonne de mailles à l'endroit, donc sur mes 7 rangées qui étaient au milieu, je l'ai fait des deux côtés, et ensuite la maille du milieu, je l'ai découpée sur toute la longueur du gilet. Ensuite, j'ai rabattu les 2-3 mailles qui restaient, les colonnes de mailles qui restaient, et je les ai recousues sur l'intérieur. Je vous montre ce que ça donne. C'est pas complètement propre partout, mais je suis quand même assez fière du résultat, surtout que c'est la première fois que je fais ça. Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Donc en fait, il y a quelques mailles qui restaient que j'ai rabattues sur l'intérieur, cousu à l'intérieur, ça se voit pas. Alors j'ai réussi à faire des points de couture, donc avec de la laine, hein, qui ne se voient pas à l'extérieur. Enfin moi je les vois pas vraiment. Et voilà, donc sur toute la longueur des deux pattes de boutonnage des deux côtés. Je vous montre ce que ça donne de l'autre côté. Il y a quelques fils à rentrer encore.
Voilà, c'est recousu là. Et puis le fait d'avoir fait avant une double couture à la machine à coudre, ça permet de s'assurer de ne pas perdre des mailles, que les mailles ne s'en aillent pas. J'ai fait ces points de couture à la machine très 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 rapprochés, en je crois 1 millimètre de rapprochement entre les points. Et je l'ai fait vraiment tout doucement pour être sûre de prendre chacune des mailles dedans, dans le fil, pour être sûre de ne pas perdre des mailles. Alors, donc cette méthode, ça s'appelle le sticking en anglais. En français, j'ai aucune idée comment ça s'appelle. C'est une méthode qui était expliquée dans le patron que j'ai utilisé. On trouve des tutos sur internet, pas mal de tutos sur internet. Il y a plusieurs méthodes pour faire. Il y en a qui font ça au crochet. Je dois dire que j'ai essayé, j'ai commencé au crochet et puis en fait je trouvais ça assez compliqué parce que tout en haut, la patte de boutonnage et tout en bas, j'ai quelques rangées de mailles dans une laine bleu foncé en alpaca, c'est de la laine alpaca de Drops. Et avec la couleur de la laine, et comme la laine est assez fine, j'avais beaucoup de mal à voir toutes les mailles, à repérer bien les différentes mailles. Et du coup, au final, je me suis dit que ce serait plus simple de le faire à la machine avec un point très très rapproché pour être sûre de tout prendre dedans. Donc, il y a la méthode au crochet, il y a différentes mailles de couture. Moi, j'ai utilisé la machine à coudre, on peut aussi faire une couture à la main. J'avais trouvé des méthodes de couture à la main où ils expliquent bien quelles mailles il faut prendre, comment, enfin une fois dans un sens puis une fois dans l'autre pour être sûr de ne pas les perdre. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités pour cela. Et tout est, enfin sur internet, vous trouvez vraiment beaucoup de tutos. Moi je suis contente d'avoir fait ça pour la première fois, je suis assez contente que ça ait bien marché. Je dois dire que j'avais très très peur de découper mon tricot et de me planter, ce qui fait que j'ai quand même regardé pas mal de vidéos avant de me lancer et d'être certaine que je le ferais bien. Maintenant il faut voir au portage, enfin j'ai pas encore porté le gilet, il faudra que je vois quand je le porte si toutes les mailles tiennent bien, mais bon, voilà, pour l'instant, je suis assez contente de moi. J'ai l'impression que ça tiendra assez bien. Donc, je vous le remontre un petit peu. Dès qu'il sera lavé, bloqué, que les fils seront rentrés, j'essaierai de prendre des photos du gilet porté pour voir ce que ça donne. Alors, juste une petite chose, c'est vrai que le fait de le tricoter en rond, le seul problème que j'ai eu, enfin non, c'est moins lié au fait de le tricoter en rond. Bon, le problème que moi j'ai eu, c'est que je ne pouvais pas essayer le gilet pendant que je le tricotais. Parce que, donc comme il était tricoté en rond, je ne pouvais pas l'ouvrir comme j'aurais pu ouvrir un gilet. Et puis comme j'étais enceinte, j'avais un ventre énorme qui ne rentrait pas dans le gilet. Enfin, j'avais vraiment peur de trop détendre la laine en l'essayant trop souvent. Donc j'ai dû l'essayer 2-3 fois au début quand il n'était pas... Enfin, juste pour voir comment ça rendait sur le haut. Mais bon, dès que je suis arrivée au niveau du corps, je ne pouvais plus essayer le gilet. Parce que je l'ai commencé au mois d'août, j'ai dû le terminer il n'y a pas très longtemps au final, en novembre je crois. Et là le découpage et les pattes de boutonnage, je les ai rajoutés il y a 2-3 semaines seulement. Voilà, donc mon gilet, le Flea Cardigan. Je me souviens plus du nom de la designeuse, c'est une designeuse qui vient d'un pays scandinave il me semble, mais je noterai tout ça sur mon blog ou en dessous de la vidéo. Voilà, donc ça c'est mes 2 projets au tricot qui sont terminés. J'avais 2 autres projets à vous montrer, 2 bonnets, qui ont été offerts. J'en ai fait des petites vidéos et des photos avant de les offrir que je vais essayer d'ajouter à cette vidéo si j'y arrive. Il s'agit d'une part du Bubble Hat. Alors vous savez, c'est le bonnet avec des petits moutons qui a énormément de succès, que moi je trouve génial, que j'ai réalisé dans la plus petite taille pour un petit enfant. C'est un bonnet qui est tout simple à réaliser. C'est un jacquard qui est assez addictif. Enfin, moi je crois que je l'ai tricoté 4 ou 5 fois maintenant ce bonnet.
toujours pour des cadeaux. Et à chaque fois ça prend, enfin je sais pas combien d'heures puisque je tricote pas d'un seul coup, mais ça m'a pris à peine quelques jours pour le finir. Ensuite j'ai tricoté également le béret Rustling Leaves qui vient d'un livre que je vais vous montrer. Un instant. Donc, qui vient de ce livre, Coastal Knits, qu'on peut trouver également sur Ravelry en patron indépendant. Donc, c'est un patron de Alana Dakos de Never Not Knitting. Et donc, je vous montre rapidement la photo. Voilà, le Rustling Leaves béret. C'est la deuxième fois que je le fais, je le trouve vraiment très très joli. Je l'avais fait une première fois pour moi, dans une laine d'une couleur que j'adore. Je ne l'ai pas porté très très souvent parce qu'il est un peu trop large pour moi, il n'était pas assez serré. Alors bon bah ça va quand je mets une petite épingle dedans, enfin ça fait très joli, mais du coup c'est vrai que quand je sors de la maison rapidement, bah, je me prends pas le temps de bien le placer, de bien mettre la petite épingle pour qu'il tienne bien. Voilà, donc malheureusement je le porte pas très très souvent, donc là j'ai essayé de le faire un tout petit peu plus serré. Je l'ai fait dans la laine, un reste de laine en Holstan Coast que j'avais, couleur denim, et donc c'est un cadeau que j'ai fait pour ma belle-sœur. Voilà, donc bon, bah, je vous montre, enfin normalement vous devriez voir des photos de ce béret défilé sur la vidéo. J'ai pas grand chose à dire sur ce béret, je trouve le motif vraiment très joli. Bah, le fait d'avoir ce motif à tricoter, c'est un motif de dentelle au final, ça fait que le tricot va assez vite à faire, je trouve. C'est aussi assez addictif, on a envie de... Enfin, chaque rangée est différente, donc on a envie d'avancer vite. On a un diagramme assez détaillé dans le livre qui explique ce qu'il faut faire. Je crois qu'il y a aussi les explications rangée par rangée. Moi en général dans ces cas-là je suis toujours le diagramme. C'est pas de la dentelle très compliquée. Disons que enfin, les points à connaître c'est bon, bah, le tricot envers endroit, il y a des yarn over, knit two together, slip slip knit, pull two together, enfin c'est des choses assez simples à faire, et même si vous n'avez jamais tricoté ce genre de dentelle, de toute façon vous retrouvez les explications assez facilement un peu partout, soit dans le livre, soit sur internet, en vidéo ou en écrit. Enfin, je pense que c'est assez facilement accessible. Donc le béret Rustling Leaves de Alana Dakos. Donc voilà, c'est tout pour les projets tricotés terminés. J'ai plusieurs projets de tricot à venir, alors notamment le Strange Brew de Ten Can Knits, qui est un patron, donc c'est un patron de pull à réaliser en jacquard. Et c'est un patron que je trouve assez intéressant parce qu'en fait, alors attendez, je vais le ressortir. La façon dont est vendu le patron, c'est en gros, on a fait tous les calculs, à vous de vous lancer avec votre créativité. Puisque donc, toutes les explications pour le pull sont données, le nombre de mailles, les tailles d'aiguilles, l'échantillon, enfin tout ça. Par contre, il n'y a pas de jacquard imposé. Il y a juste pas mal de... Alors, on nous donne pas mal de diagrammes de jacquard qu'on peut utiliser. Mais après, c'est à chacun de réaliser, enfin de laisser parler sa créativité et de faire son propre diagramme de jacquard. Donc moi, j'aimais beaucoup l'idée. Voici les quelques modèles de présentation. Donc je suis allée dans le magasin Idéfil à Maurepas, où ils vendent de la laine Drops surtout. Donc j'ai acheté de la laine de la laine de la bonne taille, donc c'est de la DK qu'il faut,
en assez grande quantité avec, enfin moi j'ai choisi de la laine blanche, c'est la laine Lima de Drops. Où est-ce qu'elle est? Donc ma couleur principale c'est une sorte de blanc, enfin gris très clair. Et j'ai pris plusieurs pelotes de laine contrastantes. Donc notamment celle-ci, on ne voit pas très bien la couleur là. Une sorte de violet un peu foncé, un bleu clair, un bleu foncé, plus foncé avec des petits reflets turquoise. On ne voit pas très bien là, c'est un peu flou. Et un gris foncé que j'ai ici. Et je me suis lancée sans avoir une idée très précise du jacquard que je voulais faire. Alors par contre, ce qui est pas mal dans ce patron, c'est qu'il propose pour se lancer de réaliser d'abord un bonnet ou un tour du cou, un col, pour tester d'une part l'échantillon, d'autre part la laine et surtout les motifs de jacquard. Et donc moi je me suis lancée dans un bonnet avec les motifs de jacquard que j'avais notés dans plein de couleurs différentes. Et je me suis rendu compte de deux choses. D'une part que j'étais pas complètement convaincue des motifs que j'utilisais. Et en plus j'avais choisi d'utiliser parfois 3 couleurs par rangée. Et en fait j'ai trouvé ça vraiment galère à tricoter. Alors bon pour un bonnet ça va parce que les rangées sont assez courtes. Et je me suis dit que sur un pull avec des rangées beaucoup plus longues, j'avais pas envie de faire ça. Donc finalement, j'ai détricoté mon bonnet qui était pas loin d'être terminé et je l'ai recommencé en prenant en compte donc quelques critères nouveaux. Donc j'ai choisi d'autres motifs de jacquard et j'ai choisi de ne pas utiliser plus de 2 couleurs par rangée. Et donc pour l'instant j'ai fait le premier motif avec seulement 2 couleurs. Donc la couleur principale qui est donc le blanc et la couleur contrastante, le bleu clair. Donc voilà mon premier motif. Et au final, je ne suis pas sûre de vouloir utiliser toutes les couleurs, toutes les pelotes que j'ai achetées. Je pense que je vais utiliser surtout le bleu clair, le bleu foncé et peut-être le violet en plus. Et à chaque fois, qu'une seule couleur par motif de jacquard. Voilà, donc pour l'instant ce que j'ai fait, donc ça c'est ce que je pense avoir sur le bas du pull également et donc sur le début du jacquard. Voilà, donc je vais essayer de finir le bonnet déjà et ensuite je ferai le pull. J'espère, j'ai pas énormément de temps pour tricoter en ce moment, donc j'espère le finir cet hiver encore, je ne suis pas complètement certaine. Bon, j'ai pas mal de projets de tricot à venir, mais je vais pas vous en parler maintenant parce que j'ai pas du tout commencé à les faire. Que certains sont plutôt pour l'hiver et je suis pas sûre d'avoir le temps de les faire cet hiver, donc peut-être l'hiver prochain. Enfin bon, je verrai. Je veux pas me mettre trop de pression avec ça. Par contre, je vais vous parler de quelques achats de laine que j'ai fait. Et notamment chez la maison Corlaine. Alors, vous en avez peut-être entendu parler parce que on en a pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux. C'est une toute jeune marque de laine qui a réalisé sa première vente mi-décembre je crois. Et il se trouve qu'à ce moment-là, avec mon conjoint, on était en train de parler de cadeaux de Noël et lui me demandait qu'est-ce que j'aimerais bien avoir pour Noël. Donc je lui ai dit que de la laine ça me ferait bien plaisir. Et justement, donc j'avais envie d'acheter de la laine chez une designeuse indépendante, ce que je fais quand même pas si souvent que ça parce que je tricote pas non plus des quantités énormes et parce que c'est de la laine qui est quand même plus chère que de la laine plus industrielle. Et réaliser un bonnet dans une jolie laine comme ça va, mais quand il y a un pull entier avec 4 ou 5 écheveaux à faire, à 25 € l'écheveau, pour moi ça fait quand même assez cher. Et donc voilà, j'avais envie d'en profiter cette fois-ci, et donc je voulais acheter 4 ou 5 écheveaux chez
une teinturière de laine indépendante. Et donc juste à ce moment-là, j'ai entendu parler sur les réseaux sociaux de Maison Corlaine. Alors il se trouve que le soir de la vente, j'étais disponible, donc à 20 h j'étais devant mon ordinateur. Une partie des coloris était déjà partie, j'étais un peu dégoûtée. Mais au final, j'ai trouvé un coloris qui m'a plu et puis j'ai rajouté un écheveau d'une couleur différente pour des accessoires. Et j'ai pas encore commencé à tricoter ça et du coup j'ai tout laissé dans l'emballage parce que j'avais envie de vous montrer l'emballage qui est quand même très joli. Donc c'est arrivé dans un carton que j'ai déjà ouvert. On trouve en premier un sac en toile, donc très joli. Je sais pas si tout le monde l'a eu ou si c'était à partir d'un certain nombre d'écheveaux. Moi j'ai acheté 6 écheveaux. Donc on a le sac. Ensuite il y a un peu de papier. Et puis on ouvre le paquet et on a déjà c'est emballé dans un joli papier noir avec... Bon, me revoilà donc après une petite interruption liée à la caméra qui s'est arrêtée, puis le petit qui s'est mis à pleurer, puis mon conjoint qui est rentré, donc on a déjeuné ensemble et donc là j'ai fini. Le conjoint s'occupe du petit. Normalement, je devrais avoir à peu près un quart d'heure devant moi pour terminer ce podcast. Et du coup, j'étais en train de vous montrer le joli emballage de la Maison Corlaine. Donc je vous ai montré le papier. À l'intérieur, vous avez une petite plume de pan. Et puis les laines qui sont... moi, je trouve que les couleurs sont vraiment jolies, celles que j'ai commandées. Il y a une fois la couleur Belle Époque. Wilhelm, pardon. Couleur Wilhelm en Merino Superwash 80%, soit 20%. C'est de la fingering high twist. Alors ça, j'en ai commandé 5 écheveaux. Donc avec l'intention de m'en faire un pull en fingering. Je pense que ça va être le pull Light Trails de Suvi Simola. Mais à voir. Et puis j'ai commandé un écheveau de cette laine là avec des paillettes. C'est la première fois que j'achète une laine avec des paillettes. C'est la couleur Philomène. Je trouvais la couleur très jolie, c'est une sorte de bleu un peu turquoise. Voilà, je sais pas si la caméra rend très bien. Donc c'est en fingering, c'est de la single aussi, j'avais envie de commander un peu de single. Et Merino Superwash 95% et Stellina 5%. Et il faut que je vois si je m'en fais un bonnet ou un béret ou quelque chose comme ça. Avec un écheveau ce sera un accessoire ou peut-être que ça fera partie d'un châle. Il faut que je vois encore ce que je vais en faire. En tout cas, pour l'instant les laines ont l'air très douces au toucher. Après il faudra voir une fois qu'elles seront tricotées qu'est-ce que ça donne. Mais les couleurs j'aime vraiment bien, ces couleurs un peu brillantes. Donc pour l'instant je suis assez contente de mon achat. Alors j'ai fini de vous montrer donc mes projets en cours. Je reprends mes notes pour voir si j'ai oublié quelque chose. Mes laines achetées, mes achats, donc je vous ai montré la Maison Corlaine. J'ai acheté d'autres laines récemment aussi, donc des laines de drops pour mon pull Strange Brew. J'ai acheté également une dizaine de pelotes d'une laine moins chère en déca sur un site qui s'appelle Pelote de laine et qui vend des lots de laine pas chers du tout. Apparemment ce sont des restes de laine qui n'ont pas été utilisés, qui n'ont pas été vendus et qui se retrouvent sur ce site à des prix assez dérisoires. Donc j'en ai pris plusieurs lots pour tenter. J'ai pris un lot de laine déca et un lot de laine en fil mohair pour un projet en particulier. Enfin les deux sont pour des projets que j'ai déjà en tête. À voir quand j'aurai le temps de les faire. Et je vous les montrerai à ce moment-là. Ensuite, alors j'aimerais vous parler de deux autres choses. D'une part, d'un week-end dédié au tricot que j'organise avec quelques autres personnes en Bourgogne, qui aura lieu les 17 et 18 mars.
En fait, c'est moi qui ai lancé l'idée, l'organisation de cet événement, parce que bon, j'avais entendu parler de week-ends un peu semblables dans d'autres pays ou en France aussi. Je me suis dit que donc, ce serait sympa de faire un week-end à la campagne avec des tricoteuses et tricoteurs et donc dédié au tricot. Et j'ai lancé cette idée au Tricoté de Rambouillet où je vais assez régulièrement. Et il y a plusieurs personnes qui étaient très intéressées, qui m'ont suivi et donc qui ont aidé à l'organisation. Donc il y a plusieurs ateliers qui seront organisés. Alors on a plusieurs intervenantes, notamment Élise Dupont qui fera un atelier sur le patronage, Marie alias Bibounette sur les réseaux sociaux qui va faire un atelier sur la teinture. Ensuite on aura Misté donc, qui fait partie du Tricoté de Rambouillet qui fera un atelier sur la broderie créative. On aura une autre personne du Tricoté de Rambouillet qui fera un atelier sur la réalisation d'un coussin de sol. Et puis il y aura la possibilité de tricoter ensemble, d'échanger, aussi de venir poser des questions sur différents points, différents aspects techniques du tricot, puisque donc, on est quelques-unes à pouvoir répondre à ce genre de questions, notamment sur le jacquard, sur qu'est-ce qu'on avait mis d'autre, le point brioche, enfin voilà, sur différents points, différents motifs de tricot. Donc ce week-end aura lieu les 17 et 18 mars dans un domaine en pleine campagne, ça s'appelle le domaine du Grand Bois, c'est près de Nevers en Bourgogne. Donc pourquoi ce domaine-là? Bon, c'est à 2h, 2h30 de Paris, 2h de Lyon à peu près, donc c'est assez central si des personnes veulent venir de différents endroits. Et puis l'avantage c'est que c'est en pleine campagne et qu'il y a plein de petits chalets, donc on peut louer des petits chalets indépendamment. Donc soit vous pouvez venir tout seul et louer un petit chalet d'une chambre, soit vous pouvez venir à plusieurs, même en famille, louer un chalet entier et puis donc venir participer aux ateliers. Vous pouvez louer un chalet à plusieurs avec d'autres tricoteuses ou tricoteurs qui seraient là. Enfin, du coup, c'est assez flexible au niveau de l'hébergement. Et ce domaine propose d'autres activités. Donc, il y a une piscine, il y a un sauna, et puis il y a aussi une grande salle où on prendra les repas et où auront lieu les ateliers. C'est la première fois qu'on organise ça, donc bien sûr, on espère que ça va intéresser un peu de monde. Puisque du Tricoté de Rambouillet, on va être une petite dizaine à y aller. Ensuite, ce serait bien qu'il y ait un peu plus de monde que ça. En sachant que pour les ateliers, on a un nombre réduit, enfin un nombre limité de participants pour chaque atelier. Pour l'instant, chacun des ateliers est proposé 2 fois, ce qui permettra à chaque fois à 10 personnes d'y participer, donc en tout 20 personnes. Et s'il y a plus de monde, on pourra éventuellement proposer ces ateliers une 3e fois. Et puis ensuite à voir s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui habitent pas très loin, qui voudraient venir peut-être juste le soir ou participer, juste tricoter sans participer aux ateliers, pourquoi pas, ça pourrait être possible aussi. Sachant que pour l'instant on a fixé un tarif d'inscription, de participation qui couvre, en gros qui couvre les frais liés aux ateliers, aux intervenants, à la location de la salle puisqu'on loue une des salles, et qu'il faut payer l'hébergement séparément. Voilà, donc ça c'est pour le week-end tricot au vert. Vous pouvez trouver toutes les informations sur mon blog, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et une dernière chose dont je voulais parler, c'est une rubrique que je vais inaugurer aujourd'hui très rapidement et que j'aimerais bien continuer d'avoir dans mes prochains podcasts. Sachant que ma résolution pour cette année c'est de tourner un podcast par mois, à voir si j'arrive à avoir assez de projets à présenter et de trouver le temps de tourner ces podcasts. Et pour ça je me rends compte que j'ai oublié de prendre le livre que je voulais vous présenter un instant. Donc cette rubrique que j'aimerais inaugurer, c'est une rubrique robe de mariage. Puisque je vais me marier au mois de juillet et que j'ai décidé depuis longtemps que je coudrais ma propre robe de mariée.
je vous avoue que j'ai quand même des doutes régulièrement parce que j'ai fait quelques essayages de robes en magasin et je me dis que ça va être hyper compliqué de faire quelque chose d'aussi bien. Et alors en magasin, j'ai pas essayé de robes qui ont été des véritables coups de cœur. Donc c'est là où je me dis, au moins si je la couds moi-même, je la fais comme je veux. Par contre, c'est vrai que j'ai essayé des robes qui sont quand même pas si chères que ça, avec beaucoup de tissus, beaucoup de petits détails. Je suis à peu près certaine que j'arriverai pas à faire ça moi-même. Et du coup, au niveau du coût, je pense que rien que le matériel, enfin rien que le tissu me coûtera probablement aussi cher que peut coûter une robe en magasin. Et donc sans compter la main d'œuvre et le temps passé dessus. Mais bon, ça fait quand même un moment que je me suis dit que je coudrais ma propre robe de mariée, que j'ai bien envie de le faire. J'ai encore 6 mois devant moi, au moins je pense que ça devrait suffire, sachant qu'il n'y a pas que ça à préparer pour le mariage non plus. Et alors j'ai pas du tout commencé, par contre j'ai commencé à me renseigner, j'ai feuilleté tous mes burdas, j'ai 2 années d'abonnement de burdas, où il y a quand même quelques robes. Alors il y a chaque année, dans un des numéros du printemps, ils font une petite... enfin il y a toujours quelques patrons qui sont pour des robes de mariée, enfin une partie du magazine qui est dédiée aux robes de mariage. Dans mes burdas, j'ai rien trouvé qui me plaisait vraiment. Alors c'est peut-être plus des patrons d'autres robes dont la forme pourrait me paraître intéressante. Et puis j'ai trouvé sur internet un livre que j'ai commandé qui s'appelle Robe de mariée de Teresa Gilewska et que j'ai juste commencé à feuilleter, mais qui est quand même assez intéressant, surtout la première partie, puisque les bases y sont présentées et donc ça explique quels sont les types de tissus qu'il faut prendre en compte, enfin le type de tissu qu'on utilise et ensuite quelles sont les particularités de chaque tissu. Qu'est-ce que ça présente différentes formes de robes, ça présente les métrages de tissus nécessaires, les fournitures. Voilà, il est question de l'application des baleines, du bustier. Enfin, il y a vraiment, c'est assez détaillé, ce qui est pas mal. Après, il n'y a pas de patron dans le livre, mais il donne des indications de patronage. Comment patronner différentes formes de jupes, de corsets, de robes, etc. Les traînes aussi, il indiquait comment faire une traîne. Ça, bon bah moi je voulais pas forcément de traîne et quand j'en ai essayé en magasin, je me suis dit qu'une petite traîne que je pourrais remonter un peu, ce serait quand même joli. Du coup, de savoir combien de tissu il faut rajouter, c'est quand même intéressant. Il est question de... Après, il y a différentes formes, différents effets de robes qui sont présentés, les remontées des surjupes, différents types de drapés qui sont présentés. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et donc, je vais commencer à m'y mettre un peu plus activement dans les prochains jours, je pense. Et j'espère... que j'aurai le temps de tourner d'autres podcasts assez régulièrement et à chaque fois je vous parlerai un peu de l'avancée de ma robe. Je pense que ça va quand même me prendre plusieurs mois, sachant que donc j'ai pas du tout commencé et que il va falloir que j'achète, que je choisisse, enfin déjà que je patronne la robe, que je choisisse et que je décide quelle forme de robe je voudrais avoir. Ensuite, il va falloir que je trouve le tissu adapté, que j'achète le tissu, que je fasse une toile, ensuite que je réalise la robe. Je pense que ça va me prendre pas mal de temps. Et donc, j'aurai l'occasion de vous en reparler dans le futur. Voilà, donc ça c'est fini pour aujourd'hui. Je n'ai plus rien à vous présenter. Vous pouvez voir derrière moi mon atelier de couture. J'ai changé de décor par rapport à la dernière fois. Je suis en train depuis plusieurs semaines de coudre la robe Raphaël de chez Machine Patterns. J'espère bien pouvoir vous la montrer la prochaine fois.
Et voilà. Donc bon bah c'est tout pour l'instant. Une dernière chose que j'ai oublié de dire au début de ce podcast, que je voulais bien dire, c'est vous remercier pour tous les mots que j'ai eus pour mes premières vidéos, pour enfin, tous les commentaires que j'ai pu avoir, les likes et autres, le nombre de vues. Enfin je dois dire que quand j'ai téléchargé la première vidéo, j'avais vraiment aucune idée de l'intérêt que ça pourrait susciter, sachant qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a des milliers de podcasts sur internet en ce moment. Et j'ai été vraiment très très surprise de voir le nombre de gens qui ont pu s'intéresser à ma vidéo, moi qui pensais que ça n'intéresserait pas beaucoup de monde. Et bah, je vous remercie beaucoup pour ça. Et puis voilà, donc merci pour vos commentaires, vos attentions. Et puis bah, à la prochaine fois.